La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, fin 2024, a déchaîné toutes les passions. Entre les supporters hystériques de chaque camp, les révélations chocs qui tombaient tous les jours, les doutes sur la santé de Biden, la survie miraculeuse de Trump lors de son meeting en Pennsylvanie, ou encore les accusations d'ingérence russe, faut quand même le reconnaître, c'était vraiment du grand spectacle. Du grand Mendes. Mais parmi tout ce qu'on a pu entendre sur Donald et son pote Elon Musk, il y a quand même une accusation qui revenait étrangement souvent de la gauche, celle selon laquelle Trump serait en réalité un odieux fasciste et qu'il chercherait, avec la complicité de son copain milliardaire, à faire des States une réplique version Wish de l'Allemagne des années 30. Souvenez-vous, on a quand même eu une énorme polémique au sujet de ce geste d'Elon Musk, après la victoire de Trump. Mais enfin ça va pas! On a jasé quand des tas de livres ont été retirés des écoles primaires, on a crié quand les chercheurs américains qui bossaient sur le dérèglement climatique ont perdu leurs subventions. Bref, on a vraiment joué, en Europe, à se raconter que les ricains avaient basculé dans la dictature autoritaire et dans le crypto-fascisme rampant. Alors, est-ce que c'est vrai? Je veux dire, avec un peu de recul, a-t-on de vraies raisons solides pour le penser? Et si c'est bien le cas, que faut-il redouter? Des défilés militaires? Des opposants emprisonnés? Des camps abominables dans les pires endroits du pays? Et si je vous disais qu'un livre a déjà prévu tout ça et étudié la possibilité d'une dérive dictatoriale aux States, et que non, ce n'est pas Le Maître du Haut Château de Cadic, mais un roman beaucoup plus subtil et mesuré qui imagine la prise de pouvoir, totalement légale et démocratique, d'un jeune sympathisant du petit moustachu à la Maison Blanche en 1940. De quel livre je vous parle? Du roman Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, paru en 2004. Alors est-ce que Roth avait tout prévu? À quoi ça ressemble La tyrannie douce version ketchup US? Faut-il en avoir peur? Est-ce encore de la SF ou de l'anticipation? Et bah on va voir ça ensemble aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche, on est parti. Squalala! Nous sommes partis! Et puisqu'aujourd'hui on va parler de liberté malmenée, de conscience bafouée et de régime policier, je pense qu'il ne sera pas inutile de rester dans le thème en accueillant notre partenaire du jour, Incogni. Incogni, c'est un formidable petit outil qui vous permet, contre abonnement, de protéger votre vie privée. Comment? En retirant vos informations personnelles de toutes les bases que les courtiers en données rassemblent et vendent à des entreprises de démarchage sans votre consentement. Vous voyez quand vous ouvrez votre boîte mail et que vous tombez sur une tonne de spam juste avant que votre téléphone ne sonne et ne vienne pulvériser votre tranquillité si fragile? Oui, je suis sûr que vous voyez. Mais comment tous ces gens ont-ils pu avoir votre contact? Eh ben, grâce à des petits malins qui vous surveillent en ligne, amassent de la data sur votre pomme et la monnaient au plus offrant. Et là, ça peut vite devenir grave. Fuite de données personnelles, appels compulsifs, voire même usurpation d'identité, vous n'êtes à l'abri de rien. Même si vous avez été prudent et que vous avez fait attention en naviguant, vous avez forcément laissé des traces et ça peut vous coûter cher. Mais pas de panique, c'est là qu'Incogni rentre en jeu. Son principe est assez simple. Pour chaque courtier en données, l'application envoie une demande de suppression de tout ce qu'ils ont sur vous. Parce que oui, c'est prévu par la loi, si vous demandez l'effacement de vos données perso, on est obligé de le faire. Mais comment s'y prendre alors que, très probablement, vous ne connaissez même pas le nom des courtiers en données qui, eux, vous connaissent très bien? Et bah, c'est le moment de demander l'aide d'Incogni. Et franchement, c'est bluffant. Dans mon cas, en quelques jours, ce sont plusieurs dizaines de bases de données qui ont été nettoyées, ce qui m'aurait pris plus de 24 heures non-stop si j'avais dû m'y prendre à la main tout seul. Alors vous aussi, préservez votre sécurité numérique et faites un tour du côté d'Incogni via le petit lien que je vous mets en description et en commentaire épinglé. En passant par ce lien ou en rentrant le code LEHUSSARD, vous bénéficierez de 60% de réduction sur l'abonnement. De rien les gars, vous voici à l'abri de la dictature et on peut revenir à Trump et à ses carabistouilles. Générique. Ce mec, il s'appelle Charles Lindbergh, et si vous n'avez pas entendu parler de lui, sachez qu'il a vraiment existé et qu'il fut le premier aviateur à rallier en solitaire et sans escale l'Amérique à l'Europe grâce à un avion. Fin mai 1927, aux commandes du Spirit of Saint-Louis, son appareil spécialement aménagé, il a réalisé cet exploit et est du même coup devenu une personnalité publique de première importance aux États-Unis et en Europe, apparaissant comme la quintessence du beau gosse aventurier et courageux, prêt à braver les éléments et à ouvrir la voie à une ère peuplée d'avions et d'aérospatiale. La vie de Lindbergh devient alors une suite de galas mondains et de rendez-vous avec des têtes couronnées, et on pourrait se dire que tout va baigner pour lui. Pourtant, en 1932, un horrible drame personnel frappe Charlie Lavadrouille. L'un de ses fils, encore bébé, est enlevé et assassiné par un taré, ce qui provoque un scandale monumental aux États-Unis et amène un battage médiatique si colossal autour de Lindbergh que lui et sa femme décident de partir un temps pour l'Europe, histoire d'échapper à la meute des journalistes pas au chômage. Un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. Mais après,
faut savoir qui est le macro. Mais au début des années 30, en Europe, je ne vous fais pas un dessin, il se trouve un célèbre petit moustachu germanique qui a fait une sacrée OPA sur la politique locale et qui commence à faire de son état militariste et inégalitaire à une grosse fierté personnelle. Et Lindbergh qui voit ça, il aime bien en fait. Quoi ? Oui, il aime vraiment bien les autorités allemandes, leurs agissements contre la team Mezouza et leurs discours enflammés qui dépeignent un avenir grandiose. Il aime même tellement ça, les carabistouilles en Feldgrau des Schleux, qu'il sera reçu et décoré par Hermann Göring, ce qui ne manquera pas d'horrifier une partie de l'opinion publique américaine. Les gens vont dire il est devenu cinglé. C'est pas faux. Et quand il revient aux States quelques temps plus tard, Lindbergh continuera à qualifier le chancelier germain de grand homme et à militer pour que les États-Unis se tiennent bien à l'écart de la diplomatie européenne, officiellement pour éviter une nouvelle guerre meurtrière, officieusement pour que Roosevelt, alors président, arrête d'aider ses copains les roast-beef contre son grand ami le teuton. Il présidera ainsi les comités America First, qui visaient à maintenir les États-Unis dans un strict isolationnisme, en dénonçant, je cite, les Britanniques, les Juifs et l'administration Roosevelt comme les principales causes de la Seconde Guerre mondiale. C'était des pages et des pages de menaces de mort et d'insultes. Il n'y a pas de communication possible avec un taré pareil. Ok, et si tout ça était allé un peu plus loin? Pour l'instant, tout ce que je vous raconte, la traversée de l'Atlantique en solitaire, l'enlèvement ignoble du fiston, la petite virée en Europe et même les comités America First, c'est du 100% véridique et historique. Mais que se serait-il passé si, au lieu de se rallier à l'effort de guerre US à compter de l'attaque sur Pearl Harbor, Lindbergh avait entamé une véritable carrière politique? C'est exactement la question que pose Le complot contre l'Amérique de Philip Roth. Ce roman, paru en 2004, il imagine comment Roosevelt, qui se présentait en 1940 pour un 3e mandat en tant que président des États-Unis, il s'est trouvé soudainement dépassé et mis à la retraite par son nouveau rival républicain, le riche, charismatique et hors système Charles Lindbergh. Et dès l'irruption en politique de Charlie le planeur, toute la communauté juive d'Amérique entre en ébullition. Beaucoup de citoyens s'inquiètent des amitiés allemandes du nouveau candidat, d'autres dénoncent son isolationnisme aveugle et criminel, et d'autres, enfin, commencent à pactiser avec lui. C'est dans ce contexte que grandit et évolue le jeune narrateur, un petit gamin de Newarth, un certain Philip Roth. Oui, comme l'auteur du roman. Parce que la grande astuce de ce texte, c'est que Le complot contre l'Amérique est construit comme une autobiographie uchronique, où figures authentiques et romanesques se croisent et se mélangent, où le vrai côtoie perpétuellement le faux, et où l'histoire est tordue et remodelée en permanence dans un jeu de pistes absolument captivant. Donc le petit Philip Roth, qui comme son nom l'indique est tout ce qu'il y a de plus mézouzesque, j'ai une Mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen. Il grandit entouré de son père, un fervent démocrate qui déteste Lindbergh au-delà de toute mesure, de sa tante Evelyn et de son mari, un rabbin qui devient ironiquement l'un des plus grands conseillers de Lindbergh, de son frère Sandy qui déteste son héritage judaïque et idolâtre la vie des fermiers du Midwest, ou encore de son cousin Alvin, un écorché vif épris de liberté qui décide de partir au Canada pour s'enrôler et combattre contre les Allemands. Ballotté entre toutes ces influences, ce jeune garçon tremble devant les sombres prophéties de son père, assiste au départ et au retour de son cousin blessé au front, voit le fossé se creuser avec son frère et rêve, secrètement, que tout redevienne comme avant, au temps béni de l'administration Roosevelt. Mais ça, c'est ce qu'un enfant fragile et apeuré peut penser. La réalité, quelle est-elle? C'est que, factuellement, dans ce roman, Lindbergh a beau être président, il n'y a pas de camp d'internement, pas de loi contre les citoyens d'origine juive, pas de restrictions dans les métiers permis, pas de circulation limitée, et surtout, pas de guerre. Alors oui, Lindbergh est complaisant vis-à-vis du Reich, oui, il reçoit Ribbentrop pour un dîner officiel, oui, les Russes et les Britos ont bien du mal à contenir presque seuls les assauts du petit postier autrichien, mais du point de vue d'un gamin, la situation n'est pas franchement catastrophique. Ça va, Imhotep. Pourtant, on sent que l'ambiance est en train, insensiblement, de changer aux États-Unis. Lorsque Philippe et sa famille partent visiter Washington durant leurs vacances, ils ont la mauvaise surprise de voir que leur hôtel, alors qu'ils avaient pourtant réservé, leur refuse une chambre. Motif officiel? Une erreur de réservation, et tout est malheureusement déjà complet. Mais pour le père du narrateur, Herman, cela ne fait pas un pli, c'est une odieuse discrimination. Et pareil quand, quelques temps plus tard, l'administration Lindbergh lance un programme Des gens parmi d'autres. L'idée de ce programme, c'est de proposer à de jeunes citoyens issus des minorités, donc aussi des feuges, mais pas que, de partir en vacances dans l'Amérique profonde pour y découvrir la vie des cultivateurs locaux. Et autant, une fois encore, le père de Philippe sera furieux, autant son frère Sandy, il va se jeter sur l'occasion pour voyager et revenir absolument enchanté par l'expérience. Avec ravissement, il parlera de la vie rurale, du labeur des champs, de la gentillesse des fermiers et même de l'amitié qu'il aura nouée avec le jeune fils de son hôte, là-bas, au fin fond du Kentucky. Et me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. Alors rapidement, vous vous en doutez, les
dissensions vont apparaître dans la famille Ross. Le père continue à voir dans son nouveau président un ennemi acharné, le fils aîné se range complètement du côté de Lindbergh, au point de devenir un symbole national et d'être invité à la Maison Blanche, et la mère commence à s'inquiéter de tout ça, épargnant discrètement de l'argent pour pouvoir fuir au Canada si les choses tournent mal. Mais là où ce roman est vraiment brillant, c'est qu'il ne tranche finalement jamais. Je veux dire, à aucun moment on ne peut être parfaitement sûr que de vraies discriminations sont en train de se mettre en place aux States. Ce qui est à l'œuvre, ça pourrait tout aussi bien être la paranoïa du père qui veut voir des ennemis et donc en voit. Il n'y a aucune certitude, aucune vérité établie, aucune menace bien certaine, seulement une ambiance lourde et une tension sourde qui va se renforcer au fur et à mesure du récit. Le complot contre l'Amérique, c'est un roman qui évite avec brio le piège du « je vais faire des États-Unis une succursale de l'Allemagne » parce qu'à aucun moment le pays n'est en voie d'annexion par les Teutons et qu'à part des tensions et des disputes, rien ne vient bouleverser le quotidien de la famille du narrateur. Enfin, rien. Si. Il y a quand même un truc. En 1942, donc 2 ans après le début de son mandat, Lindbergh met en place une loi de peuplement, la Homestead 1942. En fait, au 19e siècle, au temps des cow-boys et de la conquête de l'Ouest, le gouvernement américain avait proposé 65 hectares de terrain à tous les pionniers qui iraient s'établir à l'Ouest pour y peupler et cultiver toutes ces terres à peu près désertes. Enfin, désertes, si on accepte les Indiens, mais bon, vous savez qu'ils pesaient pas lourd dans la balance du gouvernement. C'est honteux! Et le coup de génie de Lindbergh, ici, c'est de ressusciter le même genre de loi et de l'utiliser comme prétexte pour déplacer des familles juives à travers le pays. Concrètement, le père du narrateur, un jour, il reçoit une lettre qui lui annonce sa mutation dans le Kentucky. C'est loin, mais c'est beau, hein. Et rapidement, on s'aperçoit que tous ses collègues mésouzesques ont la même mauvaise surprise. Les uns vont en Alabama, les autres dans le Dakota, les autres encore dans le Wisconsin, etc., etc. En fait, le but de Lindbergh, c'est de morceler et de diluer les communautés à travers tout le pays pour isoler et désintégrer les vieux liens de solidarité, les amitiés et les rapports sociaux tissés au fil des générations. Remarquable coup. Et ces imbéciles tombent dans le panneau. Et vous savez quoi? Assez vite, on comprend que ce n'est pas un hasard si le père de Philippe a été sélectionné pour participer à ces programmes. En réalité, il est dans le collimateur du gouvernement à cause de ses rapports tendus avec sa belle-sœur, la femme du fameux rabbin qui conseille Lindbergh. Parce que oui, le complot contre l'Amérique, en plus d'éviter l'écueil de calquer le schéma allemand sur les États-Unis, il se paye aussi le luxe de montrer comment, bien plus que les préjugés et le roussisme de Lindbergh, ce sont les vieilles rivalités entre feuges qui, parfois, se retournent contre eux. Alors comment tout cela finira-t-il? Lindbergh continuera-t-il à garder son pays loin du conflit en cours? La famille Roth subira-t-elle longtemps les brimades de la nouvelle administration? Y a-t-il vraiment un complot contre l'Amérique? Et si oui, Roosevelt peut-il revenir pour échanger quoi que ce soit? Et bah tout ça, vous le saurez en lisant Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, un bon petit banger que vous pouvez acquérir via le lien en description de cette vidéo. Allez, foncez, ça ne vous coûte pas 1 centime de plus de passer par ce lien, mais ça soutient la chaîne, un peu comme mon Tipeee d'ailleurs, donc si vous avez aimé cette vidéo, c'est un bon moyen de me faire un cadeau en vous faisant aussi un cadeau à vous. Et si vous voulez enchaîner avec d'autres belles lectures, vous avez l'habitude maintenant. Vous trouverez aussi, en description de cet épisode, un lien vers La Giberne, ma propre maison d'édition, spécialisée dans la bonne littérature contemporaine. Si vous aimez les affaires de complot et de tensions politiques, Pays réel est là pour vous, et si vous préférez les réflexions millénaristes sur la guerre, le destin et la possible fin du monde, je vous invite à jeter un œil sur Rolf, le dernier titre paru à ce jour. Dans ce livre, vous suivrez les pérégrinations absolument sidérantes d'un narrateur confronté à un mystérieux mentor capable de convaincre n'importe qui de lui obéir et conscient à l'avance de tout ce qui va lui arriver. Alors pourra-t-il protéger le monde des malheurs qui le guettent et le veut-il seulement? C'est ce que vous apprendrez en vous radinant en description ou sur le Pass Culture pour les plus jeunes d'entre vous. Allez, à vous de jouer, je compte sur vous pour vous régaler et on retourne débriefer sur Philip Roth. Le complot contre l'Amérique est un roman vraiment ingénieux et ce à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le côté fausse autobiographie qui permet de brouiller au maximum la frontière entre ce qui relève de notre vraie histoire à nous et ce qui relève du roman. Ensuite, le fait d'axer tous les événements sur une seule famille permet de voir toute l'histoire à hauteur d'homme, enfin d'enfant plus exactement, sans nous encombrer de considérations géostratégiques permanentes. Et le plus fort, c'est qu'elles ne sont pas complètement absentes des dites considérations. Elles sont seulement présentes à travers les journaux, les bulletins d'information radiophoniques et les actualités cinématographiques qui émaillent le récit mais n'en constituent pas l'élément principal. Bon, et puis enfin, last but not least, vous avez le prodigieux sens de la nuance de ce roman. Au lieu de vous dépeindre un monde sombre et dénué d'espoir, le complot contre l'Amérique a l'intelligence de vous laisser juger, de vous laisser départager les gens et de toujours montrer qu'un même problème, selon les perspectives, peut avoir plusieurs causes bien distinctes, voire contradictoires au premier abord. Et ça, pour un roman américain, c'est-à-dire issu d'une culture qui a tendance à ne pas assez faire la part des choses, c'est vraiment impressionnant, alors lisez-le et on se retrouve en conclusion. Oh, je ne comprends pas.
Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, faut quand même que je réponde à la question qu'on s'est posée en intro, Donald Trump est-il une sorte de Charles Lindbergh postmoderne? Franchement, en préparant cette vidéo, j'ai vraiment fait l'effort de me mettre dans la tête d'un gauchiste américain en cherchant des arguments en faveur de cette thèse, mais désolé, j'y arrive pas. J'ai bien essayé, hein, mais vraiment, y a rien. En fait, la plupart des attaques contre Trump au nom de ses liens supposés avec des suprémacistes blancs, elles reposent sur des interviews tronquées ou sur des propos tout simplement faux et inventés de toutes pièces, que l'on colle souvent sur le dos d'Elon Musk d'ailleurs, même pas sur Trump en personne. Donc bref, ça ne tient pas. En revanche, là où on peut rapprocher Trump de Lindbergh, c'est sur le caractère imprévu, un peu fantasque et outsider de leur candidature présidentielle. Je veux dire, en 2016 comme en 2024, tout le monde a commencé par rigoler en disant il sera jamais président. Et bah sauf que si. Et ça, cette capacité que Trump a pour déjouer les pronostics, je pense que beaucoup de gens ne lui pardonnent pas. En fait, ils ont misé moralement tous leurs pions sur la case Trump est nul et méchant, et maintenant ils ont besoin que ce soit vrai pour tenir le coup, sauf que, comme disait l'autre, les faits sont têtus. Alors plutôt que de croire les ragots subventionnés et les approximations coupables de nos pauvres médias français, faites-vous un peu d'esprit critique et lisez. Allez, à la revoyure les gars, chargez!